Alors, bienvenue à tous, effectivement. Donc, je suis Pierre Chersen, chargé de communication à l'Université Grenoble-Alpes, et j'ai le plaisir d'animer un petit peu cette conférence aujourd'hui. Donc, on va parler de burn-out, surmenage, épuisement professionnel. Donc, c'est beaucoup de termes pour définir un syndrome d'épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail, donc professionnelles. Donc, aujourd'hui, on va avoir le plaisir d'en parler, de mieux comprendre tout ça grâce aux trois intervenantes. Donc, Aurélie Landry qui va débuter, qui est enseignante-chercheur en psychologie du travail et ergonomie donc à l'Université Grenoble-Alpes. Et Aurélie va nous aider à définir les contours de l'épuisement professionnel et donc de mieux comprendre ce qu'est le burn-out. Et puis, nous laisserons la parole à Aurélie Gaucher, qui est enseignante-chercheur en psychologie clinique de la santé, également à l'Université Grenoble-Alpes, et qui va nous parler concrètement d'actions mises en place, notamment là au CHU Grenoble-Alpes, pour lutter contre l'épuisement professionnel des soignants. Et enfin, nous terminerons par notre intervenante sur le terrain très professionnelle, Florence Gros, qui est directrice des ressources humaines à l'Institut Léo Langevin et présidente de l'Association nationale des DRH du Dauphiné, et qui va nous faire donc un retour d'expérience et cas concret sur la gestion en entreprise de l'épuisement professionnel. Donc, voilà comment ça va se passer. Il y aura 20 minutes d'intervention pour chacune des intervenantes. Et l'objectif, c'est que vous posiez des questions aux intervenantes. On va recueillir les questions que vous pouvez vous poser dans le chat, dans la conversation, auquel vous avez tous accès normalement. Et nous poserons ces questions à l'issue des trois présentations. Donc, n'hésitez pas, tout le long des présentations, à poser vos questions sur la conversation. Et donc, je vais laisser la parole à Aurélie Landry pour nous parler donc, de l'épuisement professionnel. Merci beaucoup. Merci aussi pour cette invitation et le démarrage de cette saison avec l'épuisement professionnel. Je ne sais pas s'il y a une influence saisonnière sur l'épuisement, ça ne sera pas l'objet de mon intervention. Donc moi, je vais essayer plutôt de faire des liens entre les caractéristiques du travail et le ressenti ensuite des salariés, ou en tout cas cette forme d'impact du travail sur la santé, et épuisement professionnel. Donc je vais d'abord redire qu'est-ce qu'on entend par épuisement professionnel. Donc c'est un changement en fait dans le rapport entre l'individu et son travail. C'est une forme de réaction suite finalement à un vécu et une accumulation de situations de travail qui ont été entre guillemets difficiles. Et la plupart des études en fait sur l'épuisement professionnel disent qu'il y a en fait 3 sous-dimensions derrière ce terme d'épuisement professionnel. Il y a 3 phénomènes, on peut dire, qui amènent à l'épuisement. Tout d'abord, il y a un épuisement plutôt émotionnel. Donc l'épuisement émotionnel, c'est finalement se sentir complètement vidé de ses ressources, submergé par le travail à faire, et de se demander comment on peut faire face à le travail qui continue d'arriver. Une manière de gérer cet épuisement émotionnel qu'on peut rencontrer donc peut-être plutôt dans un deuxième temps, qu'on n'a pas du coup dans tous les cas d'épuisement professionnel, c'est ce qu'on va appeler la dépersonnalisation. La dépersonnalisation, c'est quelque part devenir un peu insensible, faire preuve de cynisme et mettre à distance le travail, et notamment dans les services, quand on travaille avec des usagers ou des clients, les traiter plutôt comme des objets qui n'ont pas de ressenti, et c'est une manière en fait de continuer à faire le travail sans investir encore plus d'émotions dans le travail. Et puis la troisième facette, on va dire, de l'épuisement professionnel, c'est une facette qu'on va appeler non-accomplissement au travail. Donc là, les auteurs qui définissent l'épuisement professionnel ne sont pas toujours d'accord pour inclure, mais bon, on ne va pas rentrer dans ce détail. Finalement, on peut dire que le non-accomplissement au travail, c'est au bout d'un moment la baisse de l'estime de soi et le sentiment qu'on est nul, qu'on est incapable de faire son travail correctement, de bien le faire, et qu'on ne peut pas le faire, qu'on n'est pas en capacité de le faire.
Donc ça, je dirais que c'est la définition, plutôt des professionnels de la santé au travail, mais les gens, ils vont pas parler d'épuisement professionnel. Eux, ils vont parler, de qu'est-ce qu'ils ressentent finalement, dans leur corps. Alors ça peut être pour beaucoup et on a beaucoup d'études qui montrent que la fatigue, c'est quand même quelque chose qui est ressenti globalement, donc les gens, ils vont se sentir très, très fatigués avec une impossibilité de récupérer. On peut avoir, des marques plutôt dans le corps avec ce que j'ai marqué la TMS, des troubles musculo-squelettiques pour le faire voilà, pour être un peu rapide, mais on va dire des douleurs de dos, dans les épaules, les articulations, le cou et cetera. On peut avoir des troubles du sommeil, on peut avoir une dévalorisation de soi, permanente, de la démotivation, se demander pourquoi on se lève, pourquoi on va au travail, voilà, à quoi ça sert, de l'anxiété. Et les gens, ils vont dire: «Je me sens stressé» et puis éventuellement aussi, on peut avoir, des addictions, de la consommation, de chocolat ou de café. Les addictions, ça commence comme ça, par exemple, mais aussi parfois, d'antidépresseurs, d'anxiolytiques ou d'anti-inflammatoires quand on a des douleurs dans le corps. Donc voilà, avoir des habitudes, comportementales tournées vers des substances pour pouvoir tenir, dans le travail. Donc ce qui va être plutôt, dans mes bulles, roses là, c'est, des troubles ce que les gens peuvent exprimer comme des marqueurs finalement d'un épuisement professionnel. Et comment en fait peut arriver cette pathologie, même si, on ne peut pas vraiment parler de risque professionnel dans le sens où on n'a pas d'inscription législative en tant que risque professionnel de l'épuisement, hein. Il y a eu plusieurs tentatives, mais pour le moment, il y en a pas. C'est finalement la répétition d'une exposition à, du stress. C'est-à-dire qu'il y a hop là, quand je suis, en situation de travail, je peux avoir par moment, des challenges à relever. Ça va me provoquer, une perception de stress. Je vais revenir après, derrière sur qu'est-ce que c'est que le stress et bon, je vais faire face à ma situation stressante. La problématique de l'épuisement, c'est la répétition dans le temps et prolongée de stress qui finit par épuiser les ressources. Ce qui est positif quelque part, c'est que si mes ressources sont épuisées, si je me sens vidée, c'est que j'en avais, mais que maintenant j'en ai plus. Et donc là, on va vraiment aller sur la définition de pourquoi le travail va solliciter nos ressources. Je voulais préciser que ce qu'on appelle santé au travail, c'est pas l'absence de maladie, c'est plutôt que le travail, dans la manière dont il est conçu, dans la manière où on le vit, n'est pas adapté, n'est pas bon pour les individus qui sont en train de réaliser et qu'à force de subir ou de se maintenir dans la situation de travail, on finit par en faire une maladie. Les personnes qui sont, victimes de l'épuisement professionnel, c'est les plus motivés, les plus engagés, ceux qui veulent en fait rendre leur travail coûte que coûte. Parce qu'en fait, si je ne veux pas rendre mon travail coûte que coûte, je laisse tomber et à la limite, je ne suis même pas épuisée. Donc pour ça, on utilise en fait, en psychologie du travail et en ergonomie, une définition du travail qui est vue comme la mobilisation de ressources pour répondre à une tâche prescrite et aux imprévus du travail. Et on va parler d'activité. Et l'inverse, c'est le repos. En gros, quand je suis au repos, je n'utilise pas mes ressources. Et quand je suis en activité, je mobilise mes ressources que je vais définir après pour répondre à des exigences du travail, à ce qu'on me demande de faire, l'exigence du travail qu'on pourrait avoir après comme étant la charge de travail. Donc, quand la situation de travail, elle est bonne dans le sens défini par Yves Clos juste avant, j'ai une forme d'équilibre entre ce qu'on me demande de faire et les ressources que je vais utiliser. Du côté des ressources, on a les ressources personnelles, individuelles, et les ressources organisationnelles, c'est-à-dire les moyens que l'on me donne pour atteindre les objectifs, pour atteindre ma charge de travail. Et tant que je suis dans une situation d'équilibre, je vais puiser dans mes ressources, mais je ne vais pas les épuiser, les vider, et donc je vais pouvoir atteindre les objectifs qu'on me fixe avec aussi, pourquoi pas, construire ma santé. Ce qui est important de retenir, c'est que les ressources des individus, elles sont en quantité limitée. On a un stock limité de ressources. D'ailleurs, le fonctionnement habituel, on va dire, de l'humain au travail, et de l'humain en activité tout court, c'est de fonctionner en
minimisant le plus possible l'usage de ces ressources. Donc, les ressources, on va déjà se concentrer sur le milieu. Les ressources dites internes, celles qui sont des individus. On va considérer évidemment l'individu comme un tout, mais on peut observer, quand on est dans une situation de travail, plusieurs formes d'engagement, on va dire, de l'homme au travail. On peut voir un engagement de son corps, de ses gestes, de ses muscles. Donc, on va avoir des ressources physiques qui, au bout d'un moment, peuvent être épuisées. On peut avoir un engagement de ressources cognitives. Alors, j'ai réduit très rapidement à, en gros, le cerveau, l'engagement de notre raisonnement, de notre mémoire, de la planification des actions. Là aussi, les ressources cognitives, elles ont un stock limité. On peut avoir aussi des ressources psychiques, plutôt en lien avec les émotions, le rapport au travail, en quoi le travail aussi est responsable de notre image, de notre identité et constitue aussi notre identité. Dans pas mal d'études, on se rend compte que les gens qui sont privés de travail ou qui n'arrivent pas à accéder au travail, ils ont une dévalorisation de leur propre image. C'est bien que le travail, quand même, par les réussites et par les succès qu'on va réaliser au travail, les choses qu'on arrive à faire, va développer aussi notre image de nous-mêmes. Et puis, on a des ressources sociales, c'est-à-dire les autres avec qui on est en interaction, les autres de même niveau hiérarchique et puis les autres de niveau hiérarchique différent. Donc moi, j'ai résumé ça en collectif de travail, mais c'est les relations avec les autres. Donc toute activité de travail, toute tâche qu'on me demande de faire va mobiliser mes ressources et toutes mes ressources. Et quand je fais un travail intellectuel, je mobilise quand même toutes mes ressources. Rester assis devant un écran, comme on l'a tous fait là, en tout cas pour beaucoup qui sont en télétravail en ce moment, c'est extrêmement épuisant pour le corps. Donc, même si j'ai l'impression d'être dans un travail intellectuel, je mobilise mes ressources physiques, psychiques et sociales. Et même si je suis dans des travaux dits plutôt manuels, je mobilise quand même mes ressources cognitives, psychiques et sociales. Donc, on va toujours voir voilà, de quelle manière le travail sollicite ces ressources. Et donc, si je suis sollicitée, si mes ressources sont sollicitées, c'est que mon travail exige de moi un certain nombre de choses. Alors, je ne vais pas définir et relire l'ensemble des caractéristiques des situations de travail parce que je vais en reparler plus tard dans un exemple de diagnostic organisationnel de situations de travail stressantes, mais on retrouve en fait des liens entre des choses qui sont créées, en tout cas gérées dans la tâche, conçues dans la tâche, et des impacts potentiels sur les ressources internes. Et les ressources organisationnelles, quelque part, elles sont vraiment en miroir avec les exigences. En fait, c'est les deux facettes d'une pièce. Finalement, le travail, ce serait une pièce. Côté pile, allez, au hasard, je prends les exigences. Et côté face, j'ai les ressources. Ça va m'aider à faire mon travail et ça va me permettre de ne pas puiser trop dans mes ressources. Je vais quand même dire rapidement les points qui reviennent le plus souvent, c'est effectivement une quantité de travail élevée, des délais temporels difficiles à tenir. Ce qu'on appelle les injonctions contradictoires, c'est de recevoir des objectifs et des demandes de travail qu'on estime comme étant difficiles à concilier en même temps. La non-reconnaissance du travail, ne pas savoir si ce qu'on fait est fait correctement. On va dire la mise à l'écart des prises de décision. Après, je reviendrai sur les autres plus tard. Et en côté positif, si j'ai l'impression de faire un travail utile quelque part, ça va contribuer à la reconnaissance du travail. Si dans mon travail, j'ai des occasions d'apprendre des choses nouvelles, de me développer, je ne m'ennuie pas, ça va faire face aussi à la monotonie dont j'ai parlé tout à l'heure. Se sentir autonome, donc en capacité sans avoir un contrôle de ce qu'on va faire et donc aussi de sentir dans un climat de confiance où on reconnaît mes compétences et c'est bon, on me fait confiance sur ce que j'ai à gérer, etc., etc. Un autre peut-être élément important, c'est le déséquilibre ou les équilibres entre les sphères de vie. On a des temps de vie professionnels, personnels et loisirs amicaux. Et on voit assez bien en quoi, notamment la situation qu'on vit en ce moment, est le télétravail
peut modifier, hein, ces équilibres entre les sphères de vie. Chacun équilibre comme il veut, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont envie de passer énormément de temps au travail et d'autres qui ont envie d'avoir, un temps égal entre le travail et la vie personnelle. L'idée, c'est: je me sens bien dans mon travail si la manière dont celui-ci, s'insère dans ma vie respecte ce que j'ai envie comme équilibrage entre mes sphères de vie. Donc, qu'est-ce que c'est que le stress dans tout ça? C'est la perception, et c'est vraiment, le stress, en fait, c'est quelque chose de raisonnable sur des informations peut-être qu'on a déformées. C'est la perception que ce qu'on nous demande de faire dépasse nos ressources. D'un point de vue objectif, d'un point de vue extérieur, on va pouvoir dire: «OK, peut-être que la charge de travail, elle mobilise trop les gens, ou peut-être que les gens, ils n'ont pas les moyens ou les ressources pour faire face à ce qu'on leur demande de faire». Mais moi, en tant qu'individu, je vais me sentir stressée si je perçois un déséquilibre entre la charge de travail et les ressources dont je dispose. Soit j'aurais l'impression que ce qu'on me demande de faire est beaucoup trop élevé, donc la distorsion de la réalité, elle va être sur ce qu'on me demande de faire. Soit je vais avoir la perception inverse, c'est que, bah, ce qu'on me demande de faire, en fait, je pourrais le faire. C'est juste que j'ai pas les ressources. J'ai pas les ressources personnelles parce qu'on me demande de parler chinois et je sais pas parler chinois et j'ai jamais eu de formation en chinois. Comment je vais faire pour, avoir des relations clientèle avec, avec ce client qui est chinois? Je ne sais pas parler chinois, donc j'ai pas de ressources internes, ou, bah, j'ai pas de ressources organisationnelles, j'ai pas de moyens, j'ai pas les outils, j'ai pas le support, la confiance éventuellement de l'entreprise pour pouvoir faire face à la charge de travail qu'on va me donner. Pour aller plus loin sur cette histoire de perception, il y a un modèle que j'aime beaucoup et qu'on utilise, enfin que moi j'utilise, beaucoup sur le stress au travail. C'est un modèle de Michel Vézina qui est canadien. Donc il reprend un peu cette idée qu'on a une demande externe, une charge de travail qui, est perçue par le salarié, et le salarié va faire une évaluation entre, ce qu'il perçoit de ses ressources internes, ce qu'il perçoit du support de ses ressources externes, ses besoins personnels, c'est-à-dire ses valeurs, son investissement dans le travail, voilà, qu'est-ce qu'il, voilà, où se place le travail comme, un dans l'importance dans sa vie et dans ce qu'il aspire pour construire sa santé. Il évalue tout ça, il fait une évaluation raisonnée cognitive, et s'il estime qu'il y a un déséquilibre entre ce qu'on lui demande et ses ressources, alors il va ressentir du stress. Et ce stress ressenti, en fait, va l'amener à avoir une stratégie d'adaptation. Il va faire face au stress, il va faire quelque chose, en fait, pour quand même atteindre les résultats, donc atteindre en général ce qu'on nous demande de faire dans le travail, malgré la perception d'un déséquilibre. Et de maintenir coûte que coûte les résultats du travail, alors qu'on a l'impression qu'on n'a pas les ressources internes ou les ressources externes pour le faire, au bout d'un moment, ça va produire des effets sur la santé des gens. Ça va vider les gens de leurs ressources notamment, et un des effets, ça peut être l'épuisement, professionnel. Quand les effets s'inscrivent durablement dans le temps, qu'ils durent, qu'ils persistent, qu'on commence à avoir mal au dos, qu'on commence à avoir le cerveau qui n'arrive plus à réfléchir, bah, en fait, la personne au travail va percevoir que ses ressources internes sont modifiées, qu'il n'est plus en capacité totale de ses moyens pour réaliser le travail. Et éventuellement, quand les effets s'installent aussi, c'est le phénomène de dépersonnalisation, je vais peut-être prendre de la distance avec mon travail. Je vais peut-être me dire: «Bah, après tout, je le fais pour gagner un salaire ou c'est un job alimentaire. J'ai pas mais pourquoi je me suis dit que j'allais me réaliser, développer mon bien-être avec ce boulot-là? Non, 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 on me donne pas les moyens de le faire. Oh là, il a pas beaucoup de valeur ce travail». Donc je vais peut-être aussi revoir mes besoins, dans mon activité de travail, et donc je vais relancer une boucle d'évaluation cognitive sur mon nouvel état, voilà, interne, et à nouveau rediscuter. Est-ce qu'il y a toujours des équilibres ou pas? Est-ce que je ressens toujours ou pas du stress, et cetera? Et cette boucle-là, elle peut durer longtemps, 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 tant qu'on n'accompagne pas soit l'évaluation cognitive de ces ressources, soit la demande. Donc qu'est-ce qu'on demande aux gens de faire et dans quelle situation, avec quels moyens?
Donc en fait, c'est intéressant dans les approches de prévention sur, l'épuisement professionnel, d'à la fois, s'intéresser à l'évaluation objective de la charge de travail. En tant que psychologue du travail ergonome, d'un point de vue externe, on peut dire si ce qu'on demande aux gens de faire dépasse leurs capacités, ou on peut dire si on donne les ressources organisationnelles pour pouvoir, supporter la charge de travail. Mais c'est intéressant aussi de se focaliser sur, cette évaluation cognitive ou la charge finalement vécue. Et donc je voulais vous présenter le travail, d'une collègue, du labo, du LIP, de Muriel Nsamsima. Elle a vraiment été, très, très, leader sur cette étude. Et puis, après, elle m'a dit: «Beh, ça t'intéresse de travailler, là-dessus aussi?» Je dis: «Bah oui, banco», notamment, pour faire se rencontrer nos approches peut-être différentes de la charge. Et donc, elle a mis en point une mesure de la charge subjective de travail, à travers un questionnaire, hein, qui développe en fait sur plusieurs questions, différents types de charges. L'idée étant de pouvoir mesurer à travers les questions, est-ce que le travail que vous faites va mobiliser ou n'a pas de charge, et de voir si ça peut expliquer ou pas l'épuisement professionnel et le stress, ressenti. Donc, quand on va s'intéresser à la charge subjective du travail, on va s'intéresser à ce que dans le travail, il y a une charge émotionnelle particulière. Est-ce qu'il y a des difficultés pour faire face? Est-ce qu'il y a de la fatigue? Est-ce qu'il y a une charge psychique? Est-ce qu'il y a des agressions, de la violence, ou est-ce qu'il y a du soutien ou pas de soutien? Est-ce qu'il y a une charge physique? Donc, est-ce qu'il y a un engagement du corps? Est-ce qu'il y a des gestes, des postures, des douleurs qui sont ressenties? Et est-ce qu'il y a une charge cognitive, donc en termes de concentration, de planification de l'action? Et l'idée, c'est qu'en explorant l'ensemble de ces, facteurs, on peut avoir une idée de la charge subjective du travail. Donc je redis, telle qu'elle est vécue par les individus. Et donc, pour tester cette échelle, 450 soignants. Alors c'était quand même, même si, la communication était il y a pas longtemps, c'était quand même avant la crise sanitaire. Je pense que c'est important de le dire parce que les résultats, heu, en fait, que je vais vous présenter juste après, montrent qu'il n'y a pas beaucoup d'épuisement émotionnel au moment de la mesure. Évidemment, faudrait refaire, maintenant dans le contexte actuel. Donc déjà, on peut constater, donc ça, c'est les moyennes, c'est-à-dire plus on s'approche de 5, plus ça va mal, pour dire globalement. Donc on a un épuisement, émotionnel qui est quand même plutôt proche de la moyenne, et une dépersonnalisation plutôt basse, et tant mieux puisque c'est des soignants et qu'on n'a pas forcément envie d'être soignés par des gens qui, nous ont mis à distance et nous prennent pour des objets. Donc c'est peut-être aussi un marqueur d'investissement dans le travail. Et voilà, je les ai classés par ordre, du facteur le plus, impactant au moins, impactant, hein. On a, en premier quand même la charge physique. Qu'est-ce que l'engagement du corps, hein, qui revient quand même pas loin de 4 de moyenne sur 450 personnes, qui revient comme étant une charge assez forte dans le travail, ce qui est tout à fait classique en fait quand on étudie ces métiers, et c'est tout à fait en correspondance avec, d'autres études. Une charge cognitive, assez élevée, une charge émotionnelle quand même bien présente, et une charge psychique aussi, assez élevée. Et dans le détail, pour voir en fait qu'est-ce qui peut-être est plus, prégnant sur ces différentes dimensions, quand on regarde les réponses, parce que chaque charge est évaluée avec plusieurs questions. Donc finalement, qu'est-ce qui fait qu'on a une charge physique élevée? C'est plutôt les postures pénibles. Qu'est-ce qui fait qu'on a une charge cognitive? Qu'est-ce qui est le plus, perçu comme le plus fort? C'est de devoir se concentrer, rester concentré. Qu'est-ce qui va générer plutôt la charge émotionnelle? L'item qui a eu le plus haut score, c'est les interruptions de tâches. La charge psychique, c'est plutôt les agressions verbales. Et puis du côté des effets du travail sur la santé, on retrouve, hein, avec un très, très, très haut score en moyenne, la fatigue et quand même une forme d'endurcissement, émotionnel.
Donc voilà, ça, c'est quand on s'intéresse vraiment à la charge de travail perçue, voilà, par les salariés. Donc juste, Christine va rigoler parce que j'ai rajouté une diapo que je n'aurais pas le temps de présenter, je crois. Donc diagnostiquer, en tout cas prendre en charge l'épuisement au travail quand on est psychologue du travail et ergonome, c'est vraiment travailler sur la base. Donc on commence par lire la pyramide par sa base. La première chose à faire, c'est de diagnostiquer les exigences et les ressources internes et externes qui sont dans la situation de travail. Il faut savoir qu'est-ce qu'on demande aux gens de faire et comment ça les mobilise. On s'intéresse ensuite à la charge de travail perçue, subjective, comment les gens, eux, la vivent cette charge. Parce qu'on peut se rendre compte qu'on a des tâches parfois dures physiquement, mais que les gens la perçoivent positivement parce que ça a un sens, parce que ça fait partie du travail. Ça, c'est ce qu'on va appeler le diagnostic. Sur la base de ce diagnostic, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est accompagner l'organisation. L'idée, c'est d'augmenter les ressources, de les mettre en correspondance avec les exigences. Si je demande aux gens de faire des choses, il faut que je leur donne les moyens de le faire correctement. C'est quand même ça la définition du travail. Donc, j'accompagne l'organisation pour qu'elle puisse progresser. Je lui propose des solutions de manière à augmenter ses ressources pour limiter la mobilisation dans les ressources internes. Mais ça va jusqu'à parfois, les gens, ils achètent eux-mêmes avec leurs propres sous de leur salaire des moyens de travail très techniques. Ça, c'est quand même bizarre, c'est pas ça le contrat de travail à la base. On ne doit pas acheter soi-même ses moyens de travail. Et on a pas mal de situations de travail où on constate ça. Et enfin, en toute fin, je vais aider les salariés à percevoir. Parce que même si j'accompagne l'organisation, j'améliore les conditions de travail, parfois je ne saisis pas, une fois que je suis épuisée, que j'en peux plus, je ne vois plus les changements en fait. Et même je suis démotivée, j'ai plus envie d'aller au travail. Donc je peux avoir des actions pour aider les salariés à percevoir qu'ils ont les ressources, qu'ils ont l'information, qu'ils sont capables, qu'ils peuvent tout à fait faire ce qu'on leur demande de faire, et à percevoir aussi les améliorations qu'a mis en place l'organisation pour leur permettre d'atteindre leur travail. Donc, quand on le met en place dans une entreprise, donc là, je vous ai pris un exemple d'un diagnostic qu'on a pu faire dans une université française, bon, qui date un peu, mais qui parlera peut-être encore à certains. Alors, comment on a structuré cette action? Déjà, on a partagé les connaissances, on a une action de formation, un socle de base sur c'est quoi les risques psychosociaux. Alors, on n'a pas trop parlé des risques psychosociaux là, mais l'épuisement professionnel fait partie de cette famille de grands risques. On avait des soutiens internes très, très forts sans qui la démarche n'aurait pas pu voir le jour, de la DRH, de la conseillère de prévention, de la directrice générale des services, de la présidente de l'université. Il n'y avait que des femmes. Je ne sais pas si c'est un facteur explicatif du succès de la démarche, mais voilà, on avait beaucoup de soutien interne. On a, dans cette étude-là, plutôt travaillé en entretien collectif, histoire de mesurer la charge de travail perçue, en mesurant quelles étaient les exigences du travail. Donc, vous voyez, ça reprend ce que j'avais un peu évoqué tout à l'heure sur c'est quoi les ressources et les exigences. Et donc, on essayait de repérer par collectif de travail les exigences et les ressources dont disposaient les individus. Et pour certains, on a eu à faire des entretiens individuels à la demande quand il y avait quand même des gros cas de souffrance et que c'était trop compliqué de s'exprimer en collectif, puisque le collectif n'est pas toujours une ressource. L'équipe, parfois, nous aide, mais parfois, l'équipe nous entrave aussi. Aurélie, il faut que je te Et demande de voilà. conclure. Mais Oui. Et donc, bon, de toute façon, on pourra peut-être, je ne sais pas si on diffusera, mais le diagnostic permet de rentrer vraiment dans le détail sur qu'est-ce qui, dans le travail, génère ces exigences et ces ressources, et d'assortir ça de propositions. Alors, si je peux juste dire que les propositions principales qu'on a mis en place, c'est ce qu'on appelle le principe de subsidiarité, donc pouvoir reconnaître les compétences et l'autonomie de compétences de chacun, et d'avoir un encadrant plutôt en soutien que dans ces activités de contrôle et d'organisation de l'activité. Voilà, c'est fini. Merci. Merci beaucoup Aurélie Landry du coup pour ces explications. Et on va tout de suite enchaîner avec l'intervention d'Aurélie Gaucher qui va nous parler de comment prévenir un petit peu ce syndrome de surménage, d'épuisement professionnel. Aurélie, je vous laisse la parole.
Votre micro est coupé, Aurélie. Pardon, désolée. Bonjour à Voilà. tous. J'étais en train de mettre en plein écran. Donc effectivement, moi je vais vous présenter donc Aurélie Gaucher. Donc effectivement, je suis enseignant-chercheur en psychologie de la santé. Et donc je vais vous présenter une intervention assez concrète qui existe maintenant depuis une vingtaine d'années, qui a été créée aux États-Unis et puis que nous on a voulu aussi impliquer un petit peu ici en France et plus spécialement à Grenoble, et qui permet également de prévenir l'épuisement professionnel. Et puis je parlerai également des autres éléments qui sont mis en place. Donc il s'agit d'une technique de gestion du stress qu'on appelle le CBSM, pour Cognitive Behavioral Stress Management. Donc je vais vous présenter brièvement en fait en quoi consiste cette intervention, et puis à la fin je vous présenterai également quelques résultats de ce qu'on a pu mettre en place au CHU de Grenoble-Alpes auprès de certains soignants, un peu comme étude pilote, pour justement leur faire bénéficier de cette intervention pour évaluer le bénéfice sur la prévention du burn-out, donc de l'épuisement professionnel. Donc cette technique-là, elle est donc ce qui signifie gestion du stress basée sur les thérapies cognitives et comportementales. Elle est donc justement basée sur ces techniques-là, donc à la fois sur l'aspect de cognition, donc dont je vais reparler au niveau de notamment des pensées, des ruminations qu'on peut avoir, aussi au niveau du comportement, et puis elle associe des méthodes de relaxation, c'est-à-dire qu'à chaque séance, on va avoir une relaxation également proposée pour pouvoir avoir des outils pour faire face au stress dans certaines situations. Donc à la base, il s'agit ici en fait d'une technique dispensée en 10 séances. Donc je vais vous présenter brièvement chacune des séances pour que vous ayez une petite idée du contenu et de en quoi consiste chacun de ces outils. Enfin, quelques-uns des outils en tous les cas, je ne pourrais pas tout présenter là, mais si vous voulez en savoir plus sur un ouvrage qui va sortir chez les PUG en fin d'année. Et puis, dans chacune de ces séances, donc, va être présentée une thématique. Donc, ça se fait en petits groupes. Donc, on a une dizaine de participants qui participent généralement à l'ensemble des séances, donc à raison d'une séance par semaine. Et l'objectif de cette intervention, à la base, était surtout d'améliorer la qualité de vie et l'adaptation des patients qui avaient des pathologies chroniques. Donc, la maladie étant un stress en tant que tel. Et puis, petit à petit, on s'est rendu compte que finalement, cette technique-là, elle pouvait tout à fait être applicable à un ensemble de populations beaucoup plus variées. Donc l'objectif de cette intervention, c'est de pouvoir diminuer avant tout évidemment le stress, mais également l'anxiété, les ruminations, pouvoir améliorer la qualité de vie et également améliorer les stratégies d'adaptation, ce qu'on appelle les stratégies de coping, dont Aurélie a commencé à parler tout à l'heure, pour mieux faire face aux situations stressantes. Et puis d'évaluer aussi de manière objective, avec des données physiologiques par exemple, la mesure du cortisol, qui est une mesure de stress, pour voir s'il y a vraiment un effet aussi bien sur des mesures auto-rapportées donc par les participants qu'une mesure objective avec ce genre de résultats physiologiques. Donc ça, c'est vraiment une intervention qui s'est généralisée depuis maintenant une vingtaine d'années aux États-Unis sur un grand nombre de patients. Au début, beaucoup de patients atteints de cancer ont pu en bénéficier, et puis également des patients atteints de maladies cardiovasculaires, VIH. Nous, on a aussi beaucoup déployé ça pour les patients atteints de douleurs chroniques. Et puis petit à petit, on s'est rendu compte que ça pouvait aussi être bénéfique pour nos étudiants, également pour les parents. J'en reparlerai tout à la fin, mais on a également des interventions pour prévenir le burn-out parental, et puis également auprès des enseignants et bien entendu des soignants, donc toute profession qui pouvait être assujettie au stress. Donc globalement, un grand nombre de participants qui peuvent bénéficier de ces interventions. Alors pour vous donner un aperçu global de l'ensemble de cette technique, ici vous avez un peu sous forme de carte mentale toutes les séances qui vont être abordées, à savoir donc la première séance ici autour de qu'est-ce que le stress. Donc je vais revenir sur chacune des séances au fur et à mesure, mais pour avoir déjà une petite idée d'une vue d'ensemble. Donc on aborde déjà en quoi consiste le fonctionnement du stress et comment apprendre à mieux repérer ces symptômes de stress, d'après les différentes dimensions, cognitives, émotionnelles, comportementales, physiques et sociales. Ensuite, on a une deuxième session sur qu'est-ce que les pensées automatiques et le lien entre les pensées et les émotions, comment apprendre à repérer le lien entre la manière dont j'interprète, dont je perçois la situation qui va impacter ensuite mes émotions. Une troisième séance sur ce qu'on appelle les pensées déformées ou dans notre jargon les distorsions cognitives. Quelles sont les phrases que j'ai tendance à me dire quand je suis stressée. Souvent, je ne vais pas y arriver, ça ne va pas bien se passer, etc. Donc repérer ces éléments-là pour pouvoir ensuite, dans un deuxième temps, les modifier. Donc ça, c'est ce qu'on fait dans une quatrième séance à l'aide de ce qu'on appelle la restructuration cognitive. Comment modifier mes pensées déformées à la base pour avoir des pensées plus adaptées, plus justes, donc trouver des pensées alternatives. Et puis, lorsque j'ai pu modifier ces parties de mes pensées, eh bien, je vais aussi pouvoir essayer de trouver les bonnes stratégies d'adaptation pour faire face aux situations de stress. Et donc, notamment ici, utiliser les stratégies, ce qu'on appelle de coping, donc centrées sur le problème. Donc, je m'attelle à essayer de résoudre la situation pour la partie contrôlable sur laquelle je peux agir. Et puis, par contre, à plutôt réguler mes émotions sur la partie non contrôlable de la situation.
Donc, on essaie de distinguer les différents types de stratégies d'adaptation et quand utiliser quel type de stratégie. Ensuite, on a une 7e session sur le soutien social, comment apprendre à mieux développer mes ressources et demander de l'aide quand j'en ai besoin, et surtout aux bonnes personnes qui peuvent me fournir le soutien dont j'ai besoin. Une 8e session sur la gestion des émotions et en particulier la gestion de la colère, qui est vraiment un élément important aussi, complètement relié au stress. Souvent, stress et colère sont assez corrélés. Et puis une autre session sur l'affirmation de soi, comment arriver à mieux communiquer avec autrui en disant ce dont j'ai besoin et en apprenant à faire une demande affirmée ou à savoir dire non quand c'est nécessaire. Alors, pour revenir un petit peu sur chacune des sessions, mais de nouveau, hein, de manière très brève, la première séance donc, consiste vraiment à pouvoir présenter qu'est-ce que le stress et puis surtout le lien entre stress et potentiellement maladie, comme l'a déjà un petit peu fait tout à l'heure dans sa présentation Aurélie Landry. Donc, l'idée, c'est de présenter le fait que lorsque le stress va se chroniciser, eh bien, il peut devenir délétère. Donc, à la base, le stress, c'est vraiment un processus biologique d'adaptation pour faire face à des situations stressantes, enfin, situations dangereuses. Mais donc sur du court terme, c'est tout à fait adaptatif, mais quand ça devient sur du long terme, quand ça va se devenir de manière plus chronique, et bien dans ce cas-là, ça peut devenir délétère pour la santé. Et effectivement, ce qui va être très important à expliquer ici et à faire comprendre, c'est que le stress, c'est avant tout une perception de la situation, et c'est vraiment la manière dont on va percevoir les événements, en fonction également des ressources dont on dispose, que l'on va se sentir plus ou moins stressé. On le voit bien dans plusieurs situations, des personnes face à une même situation, certaines vont arriver, si je prends par exemple l'exemple je sais pas, d'un déménagement, qui peut être une source de stress extrêmement intense pour certaines personnes, et puis en revanche pour d'autres qui se sentent tout à fait les ressources pour faire face à cette situation, vont être beaucoup moins stressés. Donc on voit bien ici que c'est la manière dont on perçoit l'événement qui va générer un stress plus ou moins fort, en fonction évidemment aussi des ressources dont on dispose. Alors pour bien comprendre en quoi justement ce stress, quand il se chronicise, peut virer en fait à l'épuisement, eh bien on voit avec ce petit schéma qui est le syndrome général d'adaptation, l'évolution en fait du stress. Donc généralement quand tout va bien, c'est-à-dire lorsque les événements qui nous arrivent ne viennent pas dépasser les ressources que l'on perçoit, que l'on pense avoir, eh bien on est dans un état de bonne santé, ce qu'on appelle un état d'homéostasie, un état d'équilibre entre les événements qui nous arrivent et la manière dont on peut y faire face. Donc là, tout va bien. Ensuite, la première étape, ça va être l'étape de la phase d'alarme, dans laquelle ici, on a un stimulus qui va arriver, stressant, un événement stressant qui nous arrive. Et donc là, on va avoir tout un tas de réactions physiologiques qui vont se mettre en place dans notre organisme. Donc on a justement les hormones du stress qui vont se développer, hein, l'adrénaline, on va avoir les pupilles qui se dilatent, le rythme cardiaque qui s'accélère, la respiration également. Et donc tout ça, encore une fois, c'est tout à fait adaptatif sur du court terme pour pouvoir être dans un état de vigilance extrême par rapport à une situation de stress. Soit on va pouvoir combattre cette situation, soit la fuir. Dans tous les cas, on a besoin de pouvoir avoir beaucoup d'énergie par rapport à cet élément-là. Là où va commencer à se poser le problème, c'est quand on passe à la deuxième phase de résistance, où là, on va commencer à aller puiser dans nos ressources internes ou externes, donc de plus en plus. Et donc, si cette phase-là dure trop longtemps, alors trop longtemps, ça va beaucoup dépendre de nos ressources et de la situation. Ça peut être de quelques heures à quelques jours, à voire plusieurs mois, d'accord. Et puis, à un moment donné, de manière inexorable, si on puise vraiment, on passe dans un stress vraiment très chronique, donc ça peut être par exemple des petits stress du quotidien, mais donc se disputer régulièrement avec ses collègues de travail, avoir des bouchons tous les jours extrêmement pénibles, etc., eh bien, ça va inexorablement finir par un épuisement, donc ce qu'on appelle le burn-out, qui peut se traduire de plusieurs formes, soit de manière physique, où là, on peut commencer à avoir des douleurs chroniques, avoir peut-être des risques de problèmes de maladie cardiovasculaire si la tension continue à rester élevée, ou encore d'autres problèmes somatiques. Et puis également une dépression psychique, où là, ça peut se traduire par une dépression, sachant qu'on peut tout à fait évidemment avoir les deux, donc des problèmes physiques et psychiques. Et là, ce qu'on constate, c'est que la courbe, elle va descendre en deçà de notre niveau d'homéostasie de base, c'est-à-dire que lorsqu'on est dans un état d'épuisement, bien souvent, il va falloir plusieurs mois, voire même parfois années, pour pouvoir revenir à notre état d'équilibre parce qu'on a trop tiré sur la corde. Donc l'idée, ça va être de percevoir suffisamment tôt quand est-ce on rentre dans la phase de résistance pour justement repérer nos symptômes de stress et éviter, donc relarguer régulièrement la pression pour éviter de tomber dans cette phase d'épuisement. Donc pour ça, dans la première séance, on donne un petit exercice qui va permettre de lister, de repérer ces symptômes de stress. Donc on donne un listing avec tous les symptômes de stress et les personnes doivent noter à quel point elles ressentent ces différents symptômes lorsqu'elles sont stressées. Ensuite, on les fait classer dans un tableau, là, que je vous ai mis directement pour gagner du temps, pour essayer de voir quelles sont les dimensions qui sont les plus impactées par le stress. Ce qu'on constate, c'est que bien souvent, quand on est stressé, on l'a déjà vu un petit peu, on a souvent des pensées anxieuses, des ruminations. Donc ça, c'est sur le plan cognitif.
Ces ruminations, la plupart du temps, elles arrivent en fin de journée, c'est-à-dire au moment où on va se coucher, parce que le corps est au repos, et donc le cerveau a tout le loisir de réfléchir, et donc on va commencer à repenser, soit à sa journée ou à ce qui nous attend le lendemain, et donc on va ruminer, ce qui va entraîner des troubles du sommeil. Donc au niveau comportemental, ça peut impacter notre sommeil, et puis également des problèmes d'addiction, troubles de l'appétit, etc. Évidemment, qui dit trouble du sommeil, dit le lendemain, on est fatigué, surtout si ça continue, si ça perdure. Et donc, on a vu que la fatigue faisait également partie des symptômes de stress les plus fréquemment cités, avec également parfois des tensions musculaires, des maux d'estomac, des maux de tête, etc., au niveau physique. Et puis, quand on est fatigué, eh bien, on est plus facilement aussi irritable. Donc là, on voit que ça impacte directement la dimension émotionnelle. On peut aussi être plus labile au niveau de nos émotions, donc se mettre en colère ou être dépressif. Et au niveau également social, plus on est irritable, moins on a envie de voir du monde, donc on se replie sur soi, et plus on se replie sur soi, plus on va continuer à ruminer dans son coin. Donc on voit ici qu'on rentre dans un cercle vicieux, et que pour pouvoir enrayer ce cercle vicieux, eh bien, on va commencer, avec les thérapies cognitives et comportementales, par démarrer, par couper le début du cercle avec la dimension cognitive, au niveau notamment de la restructuration cognitive. On va essayer de moduler, de modifier ces ruminations, ces pensées anxieuses. Ensuite, donc, la session sur les stratégies de coping vont permettre de modifier les troubles comportementaux, donc notamment pouvoir aussi trouver des stratégies les plus appropriées au lieu de consommer par exemple plus de tabac ou d'alcool. On va utiliser des techniques de relaxation qui vont permettre de réguler un peu l'état de fatigue et de détendre un petit peu aussi les muscles. Donc on a ce qu'on appelle la PMR, la relaxation musculaire progressive, ou la cohérence cardiaque, qui je régénère un petit peu plus d'énergie aussi quand on la pratique au long cours. Au niveau émotionnel, on a donc toute une session sur la gestion des émotions et en particulier de la colère. Et au niveau social, une session sur le soutien social et l'affirmation de soi pour pouvoir mieux communiquer aussi avec autrui. Donc ça, c'est pour vous montrer les outils spécifiques présentés dans cette intervention du CBSM qui vont permettre de réguler chacun des symptômes de stress que les personnes peuvent rencontrer. Donc ici, ensuite, on va continuer avec la deuxième session pour vraiment faire ce lien entre les pensées et les émotions. Donc on va faire des petits exercices pour prendre conscience de à quel point nos pensées viennent générer des émotions, et donc repérer aussi si par moment on a des endroits où on est plus ou moins tendu. Donc je passe assez vite pour avoir le temps de passer toutes les sessions. Je montrerai quelques exemples d'exercices plus concrets après. Dans la troisième séance, on va commencer à repérer plus précisément ce qu'on appelle les distorsions cognitives, donc les pensées déformées. Donc, par exemple, ça peut être d'essayer, de se dire lorsque quelqu'un ne nous a pas appelé, de se dire bah mince, il a dû lui arriver quelque chose, peut-être qu'il a eu un accident. Donc, évidemment, le fait d'avoir cette pensée, ça génère une émotion d'anxiété très forte. Mais on va pouvoir aussi essayer de regarder si on n'a pas d'autres pensées potentiellement que l'on va pouvoir trouver qui soient plus adaptées, telles que peut-être que la personne a juste oublié de nous appeler, auquel cas ça peut nous permettre de faire baisser notre émotion de stress. Donc ici, on va essayer de repérer ces pensées. Donc il y en a beaucoup, des pensées déformées. Il y a ce qu'on appelle les pensées tout ou rien, les pensées, les phrases devraient. Donc il devrait savoir que j'ai besoin d'aide, ou je devrais arriver à pouvoir me débrouiller toute seule. On a également de l'exagération, du catastrophisme. Voilà, on a beaucoup de types de pensées déformées. J'ai pas le temps de les développer toutes ici, mais qui font que bien souvent, ces pensées-là vont générer une émotion qui va elle, être aussi peut-être pas complètement adaptée à la situation. Donc, un exemple ici d'exercice qu'on propose aux participants, c'est ce qu'on appelle ici les colonnes de Beck, c'est-à-dire qu'on va donner des exemples et puis les personnes vont prendre ensuite elles-mêmes leur propre situation de stress. Ici, un des exemples, ça pourrait être imaginer que vous alliez passer un entretien d'embauche. Quelles sont les pensées automatiques qui vous viennent? Souvent, ça va être je ne vais pas réussir cet entretien, du coup, je n'aurai pas ce travail. L'émotion que ça va générer, c'est donc une anxiété. Et au niveau des symptômes physiques, palpitations cardiaques, tics nerveux, et puis donc on risque de bafouiller, d'autant plus si on continue à penser comme de cette manière-là. Donc là, on apprend à repérer le lien entre les pensées et les émotions. Et puis ensuite, évidemment, dans la quatrième séance, on va aller plus loin pour trouver des pensées alternatives pour réduire cette émotion d'anxiété. Donc l'idée, encore une fois, c'est de prendre conscience vraiment de ces pensées peut-être déformées et des émotions que ça va générer pour pouvoir les modifier. Dans la quatrième séance, l'idée, ça va être de pouvoir justement trouver des pensées alternatives, donc prendre conscience, encore une fois, de nos cognitions irrationnelles, de ces pensées déformées qu'on a tous. Vraiment, c'est ça qui est très intéressant aussi dans les groupes, dans les sessions en groupe, c'est les échanges au niveau des exemples que les uns et les autres on peut donner, et on se rend compte qu'on a tous des pensées déformées qui sont souvent similaires, et que l'idée, ça va être de pouvoir arriver à s'en détacher un peu, s'en distancier, et ensuite les moduler. Ce qui est intéressant, c'est que souvent les personnes sont de très bons conseils pour autrui, donc l'idée, ça va être de pouvoir regarder comment je vais pouvoir trouver un support plus rationnel en imaginant quels conseils je pourrais donner à une amie si elle était dans ma situation. Donc on va essayer de se décentrer du problème et donc essayer pour défier cette pensée-là, essayer d'imaginer qu'on va
donner le conseil à quelqu'un d'autre dans notre situation. Donc souvent, on est très bon conseil pour autrui, alors que pour soi-même, en général, on a beaucoup de mal à sortir le nez du guidon et à pouvoir se distancier justement de nos croyances et de nos pensées. Donc, on va regarder à quel point on pense que cette pensée est vraie, de manière objective, rationnelle, essayer de défier cette pensée en imaginant que c'est quelqu'un d'autre qui est dans cette situation, puis donc de remplacer ces pensées négatives par une pensée plus adaptée, plus juste, et d'évaluer ensuite si on a bien une diminution du stress une fois qu'on aura réalisé ces différentes étapes. Donc ensuite, on va pouvoir, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir s'atteler davantage aux stratégies d'adaptation. Donc en quoi nos stratégies d'adaptation vont pouvoir être plus ou moins appropriées par rapport au type de situation. Et donc ce qui va être fondamental, c'est d'utiliser les bonnes stratégies en fonction du type de stresseur. À savoir que dans toute situation stressante, on a toujours une partie contrôlable. Si je prends par exemple, imaginons qu'il y a un incendie qui approche, eh bien ce qui va être contrôlable, c'est de pouvoir appeler les pompiers, mettre les gens à l'abri et pouvoir me préparer. Et en revanche, il y a une partie non contrôlable qui est où est-ce que le feu va se propager, est-ce que potentiellement il va pleuvoir, au contraire il va y avoir du vent, et donc là il y a une partie non contrôlable. Donc pour la partie contrôlable, on va essayer de trouver des stratégies centrées sur le problème, autrement dit de faire face directement à la situation, en essayant de prendre des décisions, résoudre les conflits, planifier les choses, etc. Donc ça, ce sont les stratégies actives. On a parfois aussi des stratégies dites passives qui, elles, sur du long terme, ne vont pas être adaptées. C'est-à-dire, par exemple, ce qu'on appelle l'évitement comportemental, ou autrement dit la procrastination, on va toujours remettre au lendemain. Par exemple, pour des examens, si ça me stresse de penser à mes examens, eh bien, je vais me dire, après tout, j'ai encore du temps pour les réviser, et donc je vais remettre au lendemain. Donc, sauf que si je fais ça pendant trop longtemps, évidemment, à un moment donné, mon stress va augmenter quand je vais me retrouver 2 jours avant les examens et que je n'aurai toujours pas révisé. Et puis l'évitement cognitif, le déni, qui lui aussi, évidemment, sur du long terme, va être problématique. Au niveau émotionnel, on va avoir des stratégies plutôt de régulation des émotions. On peut être dans l'acceptation des émotions, essayer de recadrer ses pensées, réévaluer la situation, trouver une personne à qui on va pouvoir partager ses émotions, faire de la relaxation. Donc ça, c'est tout à fait adaptatif. En revanche, on a également des stratégies centrées sur l'émotion, mais plus passives, telles que, par exemple, justement, les addictions, donc noyer son chagrin dans l'alcool. Sur du court terme, pourquoi pas, mais évidemment, si on fait ça tous les jours, ça va être nocif sur du long terme, ou ne pas prendre soin de soi. Donc là aussi, on essaie de repérer quelles sont les bonnes stratégies d'adaptation et comment est-ce qu'on peut utiliser les stratégies en fonction des différents types de situations. Assez rapidement, donc au niveau du soutien social, on essaie de présenter les différents types de soutien qui existent, donc notamment le soutien de type émotionnel, et donc de repérer quelles sont les personnes qui sont les plus à même d'apporter ces différents types de soutien. Donc là, souvent, ce sont les proches qui vont pouvoir apporter de l'amitié, de l'amour, de la consolation, le partage d'émotions. On a ensuite des personnes qui peuvent apporter aussi du soutien plus informationnel, lorsqu'on a besoin de rechercher des informations ou de faire du partage de connaissances. Et puis du soutien plus concret ou matériel, où là, ça va être une aide concrète pour déménager, pour avoir une aide ménagère si on s'est cassé une jambe, etc. Un soutien financier. On a ensuite donc une 8e session sur la gestion de la colère à proprement parler. Donc on revisite un peu toutes les émotions, donc les 6 émotions de base en tous les cas. Donc joie, colère, tristesse, dégoût, surprise et puis la peur et la colère. Et donc ici, l'idée c'est de repérer les fonctions de chacune de ces émotions, de bien dire qu'en fait ces émotions, l'idée c'est pas de les mettre à distance parce qu'elles sont négatives, leur valence est négative, mais plutôt de comprendre en fait ce qu'elles veulent nous apporter. Et donc par exemple la colère, c'est souvent en fait le signe qu'à un moment donné quelqu'un est venu peut-être dépasser une limite qu'il ne fallait pas franchir chez vous, ou que vous aviez un besoin qui n'a pas été entendu ou assouvi. Donc ça vient dire quelque chose en fait de ce qui ne vous convient pas par rapport à la situation. Et donc quand on a un besoin qui n'est pas entendu, souvent ça va générer une frustration, et cette frustration va générer de l'agressivité et donc de la colère. Donc quand on comprend un peu ce mécanisme-là, ça permet de mieux voir quelles sont les causes de colère réelles, de comprendre un peu le mécanisme et de pouvoir repérer qu'est-ce qui nous met en colère et surtout comment je vais pouvoir y faire face. Donc dans cette session-là, on repère les différents facteurs, internes ou externes de colère, on essaie de voir quelle est la cause réelle de colère et surtout quels sont mes symptômes et comment je vais pouvoir éviter soit d'exploser sur autrui, donc de crier ou d'insulter tout le monde, ou au contraire de partir ruminer, bouder dans mon coin ou pleurer dans mon coin. Donc intérioriser la colère. Donc entre ces deux possibilités-là, on a d'autres solutions qui peuvent être de trouver à un moment donné le moyen de s'isoler peut-être pendant 2 minutes, de pouvoir évacuer la pression et revenir par la suite en étant plus calme, soit en trouvant un médiateur, soit en faisant une petite relaxation, soit en allant juste même faire une pause, boire un verre d'eau, et puis de pouvoir ensuite en reparler plus calmement en faisant une expression justement de son besoin pour faire en sorte d'avoir un dialogue qui va pouvoir être plus cohérent et pertinent et constructif surtout.
Donc ça, c'est complètement en lien avec la dernière session sur l'affirmation de soi, où justement, on accompagne aussi là, les personnes à repérer les différents modes de communication. Donc parfois, on peut être dans un mode de communication un peu agressif, on a tendance à ne pas respecter les droits d'autrui, ou au contraire, on est plutôt passif, c'est-à-dire qu'on va avoir tendance à dire oui à toutes les demandes des autres et à nier ses propres droits, et donc pour vouloir faire plaisir. On a aussi le passif agressif qui va dire oui, mais qui ne va pas faire réellement les choses finalement parce qu'il considère que ce n'est pas lui de le faire. Et donc l'idéal pour avoir des bonnes communications avec autrui, c'est d'être ce qu'on appelle affirmé, en anglais c'est l'assertiveness, c'est pouvoir exprimer son besoin tout en tenant compte également évidemment des besoins d'autrui. Et donc pour ça, il y a des techniques qui consistent à beaucoup utiliser le je, JE, donc à dire ce qu'on ressent, essayer d'être très objectif, à pouvoir dire aussi notre besoin, donc ça va être très important, c'est souvent des choses qu'on ne fait pas, donc repérer ce dont on a besoin, évidemment aussi en prenant en compte le besoin de l'autre, et puis faire des propositions aussi. Donc ça, ce sont des techniques basées beaucoup ici sur la communication non violente qui vont permettre de mieux communiquer avec autrui. Donc ici, l'ensemble de cette intervention va permettre de pouvoir améliorer la conscience en fait de la gestion du stress, de pouvoir modifier ces distorsions cognitives et trouver donc les bonnes stratégies d'adaptation. Alors juste très rapidement pour les 2 dernières diapos, pour vous présenter les résultats. Donc on a pu mettre en place cette intervention donc au CHU avec une vingtaine de soignants de l'hôpital couple-enfant, donc ici du Shuga, et donc une vingtaine de soignants donc en présentiel et puis une vingtaine aussi en distanciel qui ont pu en bénéficier. Et donc on a évalué à la fois leur qualité de vie au travail, leur épuisement professionnel, l'anxiété, la dépression et leur stress entre avant et après l'intervention. Ce qu'on a pu voir, c'est que globalement, on arrivait à améliorer leur qualité de vie, mais surtout, ce qui était intéressant, c'est qu'on est passé ici entre le T1, un épuisement modéré, donc avec l'échelle de Maslach qui est assez connue pour évaluer le burn-out professionnel, à un épuisement faible. Donc évidemment, il y a une grande variabilité, hein, mais globalement, on a réussi à diminuer leur burn-out professionnel, donc ça, c'était vraiment intéressant. Et on voit là aussi, on leur a demandé qu'est-ce qui avait été modifié pour eux suite à cette intervention, et ce qu'on voit, c'est que globalement, donc on voit en vrai, donc plus c'est rouge foncé et plus on a de personnes qui ont répondu, qu'on a quand même beaucoup de soignants qui disent avoir trouvé en fait ici des outils pour arriver à mieux gérer leur stress, avoir moins de rumination, avoir amélioré leur qualité de vie et également donc, avoir pu bénéficier donc, de changements positifs par rapport à leur travail. Donc pour conclure, on a pu montrer effectivement l'intérêt et la faisabilité de ce genre d'intervention. Et donc, on a vraiment une prise de conscience hein, sur le fonctionnement ici de la gestion du stress, avec une vraie appropriation des outils proposés par les soignants, une motivation aussi à poursuivre ces séances, parce qu'en fait, les soignants ont continué sur le même créneau qui était le mardi midi à se voir, même après en fait, l'ensemble de ces sessions. Donc ça, c'était intéressant. Et l'idée, ce serait de pouvoir proposer ça à un plus grand nombre encore de soignants, et également aussi à un plus grand nombre de participants, de public de manière large, parce que comme je l'expliquais aussi, on a ce même genre d'intervention proposée dans le cadre de la recherche, donc gratuitement, pour prévenir le burn-out aussi chez les parents, donc voilà, qui est aussi un point très important dont on pourra peut-être parler dans les questions et dans la discussion. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je laisse la place pour l'intervenante suivante. Merci beaucoup Aurélie pour toutes ces explications et puis pour nous avoir présenté cette méthode. Et donc tout de suite, je vais laisser la parole à Florence Gros. Mais avant ça, je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions sur la conversation. N'hésitez pas et nous les poserons après aux intervenantes à l'issue de la dernière présentation. Je vous laisse la parole, Florence. Merci, bonjour à tous. Donc Florence Gros, comme vous l'avez dit, je suis actuellement DRH à l'Institut Léo Langevin et aussi présidente de la NDRH. Et je pensais un peu dans ce cadre où vous m'aviez demandé de pouvoir partager notre expérience de RH. Donc ça sera un peu basé sur la mienne et puis sur celle de mes collègues. Je tenterai d'être l'humble représentante. Je salue, je crois que j'ai vu quelques noms connus dans la liste des participants. Je suis ravie de vous voir là. Et du coup, je vais vous partager un petit peu. Alors, je n'ai pas de présentation, ça va être une discussion comme ça et potentiellement, vous pouvez aussi m'interrompre si besoin, mais pour faire des questions-réponses. Ça va être plutôt basé sur mon expérience, enfin notre expérience de RH, la mienne, celle de mes collègues avec qui on échange beaucoup. Et puis un peu les perspectives, voir un peu comment nous, on a évolué ça au niveau de l'entreprise, les perspectives que l'on voit maintenant et surtout avec la situation actuelle, je pense que ça vaut le coup qu'on puisse en parler un petit peu parce qu'on voit des choses changer significativement et s'accélérer.
De mon expérience et de celle de mes collègues, moi j'ai eu la chance de travailler 30 ans chez Schneider. Voilà, et depuis un an, alors j'ai vécu l'intégration dans une nouvelle entreprise en télétravail et en période Covid. Et donc, mon expérience, elle est basée sur essentiellement donc, ces 31 années de parcours professionnel dans les RH, où j'ai vu quand même les choses évoluer, où effectivement, on parlait peu d'épuisement et de burn-out, pour le dire, il y a 30 ans. Les relations au travail, les tâches, il y avait déjà des exigences au travail depuis toujours, on en a, il y a des tâches à faire, il y a des horaires à respecter, il y a des conditions de travail, il y a de la monotonie parfois, il y a des précarités, voilà, régulièrement. Mais depuis quelques années, donc on voit les situations plus difficiles à vivre et que moi, je mets derrière, enfin mes collègues aussi, on met derrière une perte de sens. Et je trouve que cette recherche de sens devient de plus en plus prégnante de la part de tous les collaborateurs et nous-mêmes, fonction RH, on en a besoin, je pense que tous les collaborateurs en ont besoin pour avancer. Et cette perte de sens, un besoin de reconnaissance très fort aussi. Et du coup, qui sont venus à me faire m'interroger sur la place des managers depuis longtemps maintenant. Et on l'a fait beaucoup avec Schneider aussi. Mais sur la place de proximité des managers, parce que finalement, c'est eux qui sont les premiers au contact des salariés. C'est eux qui vont être les premiers, entre guillemets, pourvoyeurs de ce sens et pourvoyeurs de cette reconnaissance au travail. Je pense que les gens sont capables d'absorber, de faire beaucoup de choses s'ils savent pourquoi ils le font. Voilà. Et s'ils ont l'impression de servir à quelque chose. Voilà. Alors si je peux citer, je crois que c'est Georges Canguilhem, qui est un philosophe, qui dit « Je me porte bien dans la mesure où je me sens capable de porter la responsabilité de mes actes, d'apporter des choses à l'existence et de créer entre les choses des rapports qui ne leur viendraient pas sans moi. » Et je trouve que ça résume bien la situation dans laquelle sont les gens qui sont en épuisement professionnel, c'est qu'ils ont l'impression de plus du tout avoir ça. Alors, je me suis bien retrouvée dans ce que vous disiez, la première Aurélie, je ne sais plus laquelle, mais dans cette boucle-là où vous citiez la boucle dans laquelle les personnes se réinterrogent sur finalement le sens qu'ils ont dans leur travail. La difficulté qu'on a pour nous de façon très pratique dans l'entreprise, c'est que alors, d'abord, les gens ne s'interrogent pas toujours de façon consciente de ça et n'ont pas toujours cette capacité à prendre du recul. Parce que quand on est dans cette boucle, on est dans ce phase de stress qui ne génère pas forcément du bon stress, parce qu'on parle du bon et du mauvais, mais dans cette phase de stress qui n'est pas forcément positive, et les gens n'ont pas cette prise de recul. Et ce qui nous a amené à essayer de beaucoup travailler en amont pour accompagner les managers, nous, fonction RH, à nous former et à les former eux, pour être en veille et trouver tous ces signaux faibles que vous avez cités, qui commencent par les signaux faibles, pour nous veiller à se dire attention, il peut y avoir quelque chose qui va arriver là. Et donc, j'allais dire, on connaît un peu la théorie, mais dans la pratique, ce n'est pas si simple. Et c'est d'autant plus pas si simple que chaque cas est différent. C'est-à-dire que le principe général, il est le même. Le syndrome général d'adaptation, il est effectivement, on le voit et on arrive à le repérer au bout d'un moment. Malgré tout, selon les personnes, comme le disait la deuxième Aurélie, là, ça arrive pas, on n'a pas tous la même résistance aux situations. Et du coup, ça ne va pas arriver de la même façon. Et puis, on ne connaît pas la vie personnelle des gens et on n'a pas à y rentrer dans l'entreprise. Et là, moi, ce que j'ai beaucoup vécu, ce sont des situations qui sont le croisement d'une situation professionnelle compliquée, ou qui se complique, ou qui est perçue plus compliquée. Il y a beaucoup de notions de perception. Et puis, une situation personnelle dont on ignore la situation, mais qui n'est pas forcément ressourçante. C'est une dose d'énergie, comme vous l'avez bien dit, une énergie qu'on a à mettre pour faire face à une situation. Et donc, l'énergie, c'est un réservoir, pour moi, qui monte et qui descend.
qu'on remplit et qu'on vide au fur et à mesure. Donc, il faut avoir des endroits où on va pouvoir remplir ce réservoir pour qu'il puisse descendre de l'autre côté. Et alors, dans nos formations, parce qu'on a été pas mal formés, il y a une image qui m'avait beaucoup parlé. C'était un laborie qui a fait une expérience sur les souris dans une boîte, là. Et alors, je vous résume, parce que l'expérience est très longue, mais en résumé, vous avez une boîte avec une souris, il y a une petite porte au milieu, et puis le terrain de travail ou le terrain de jeu de la souris, c'est cette boîte. Et puis, ils électrisent la moitié de la boîte, donc la souris a une porte de sortie et peut passer dans la partie qui n'est pas électrisée. Et avant chaque électrification, là, il y a une petite sonnerie qui la prévient. Et après, ils électrisent l'autre côté avec la sonnerie, puis elle peut s'enfuir. Et puis, à un moment où on ferme la porte. Et là, la souris entend la sonnerie qui va la prévenir qu'elle va être électrifiée, mais elle n'a plus de porte de sortie. Et quand on est dans l'entreprise avec toutes ces situations que vous évoquiez, où il y a des contraintes de plus en plus fortes qui peuvent créer des conflits de valeurs, qui peuvent créer du surcharge en temps de travail, etc., des relations professionnelles plus difficiles, si jamais, personnellement, vous n'avez pas non plus de lieu de vider tout ça, on se retrouve comme cette souris coincée où on ne voit plus rien en dehors et on ne voit pas de porte de sortie. Voilà. Et ce sentiment de ne plus avoir de porte de sortie, je pense que c'est ça que l'on vit quand on est dans cette situation-là dans l'entreprise. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai analysé, expérimenté, mais cette image m'avait personnellement beaucoup marquée. Parce qu'il y a toujours des moments où on se retrouve quand même un peu à des croisements comme ça de situations où, alors vous parliez des injonctions contradictoires, je ne sais plus qui, mais alors ça c'est extrêmement… je pense que c'est quelle que soit la taille de l'entreprise, mais peut-être des plus grandes sont plus sujettes à ça parce que vous avez des croisements d'organisation où on peut être vite perdu. Mais ces injonctions contradictoires sont difficiles. On voit aussi maintenant, alors ça c'est un peu pour l'analyse de l'évolution, les relations avec l'extérieur aussi sont plus difficiles. Les gens qui sont au contact de l'externe, des clients, le marché économique plus tendu, donc les relations commerciales, acheteurs sont beaucoup plus difficiles qu'avant. Ça, je l'ai vu, enfin, voilà, je l'ai vraiment vu évoluer. Vous avez des pressions économiques, des mesures de performance individuelle dans l'entreprise qui sont normales, mais qui peuvent générer du coup une perte aussi de collectif de travail parfois, et une individualisation, si on n'y prête pas attention, qui peut aussi générer ce mal-être. Et les gens très investis, qui passent du temps, qui veulent faire beaucoup, qui veulent faire… bien, qui veulent respecter tous les critères de qualité, faire plaisir à leur chef, parce que souvent on a besoin de faire plaisir pour avoir ce sentiment de reconnaissance. Il y a un moment où ça ne rentre plus dans le cadre, et c'est là où on a des gens qu'on peut perdre en vol, j'allais dire malheureusement. Et puis toutes les évolutions de métier. Et là, je pense que notre rôle RH, si je peux faire cet aparté-là, en tant que RH, on a un vrai rôle, le cœur de notre métier n'est pas forcément en premier, on ne pense pas forcément à ça pour nous, mais en tout cas, le cœur de notre métier, c'est d'accompagner les gens dans leur développement professionnel et aussi de les accompagner à savoir s'adapter à tout ce qui va arriver et changer. Il y a eu toute la phase informatisation, donc qui est un peu passée maintenant, mais derrière, il y a eu des grosses réorganisations, il y a beaucoup de réorganisations, beaucoup de changements, toute cette instabilité-là. Notre rôle, c'est vraiment de s'assurer que les salariés continuent à être employables, quel que soit ce qui peut arriver, continuent à se développer, à apprendre des nouvelles choses, à être adaptés au marché du travail de maintenant, et donc limiter une partie du stress qui peut arriver. Là, la limite entre épuisement et stress est aussi… je déborde un peu, mais c'est un peu la même chose. Et c'est là aussi où je viens, donc maintenant sur la partie managériale, je vous parlais du rôle des managers et je vois un petit message autour de ça. Pour moi, j'ai essayé beaucoup de travailler toujours en proximité des managers. Enfin, je pense que mes collègues RH, c'est la même chose. C'est les premiers qui sont en contact avec les gens. Une fiche de poste qui explique clairement à quoi je sers dans l'entreprise, quelle est la mission de mon service, ce que je fais, ça sert à quelque chose.
Quand je suis sur une chaîne de production, ce que je produis, c'est vendu, c'est intégré dans un plus gros ensemble et ça sert à ça. C'est extrêmement important parce que le travail reste pénible parfois, physiquement, vous l'avez dit pour certains, au CHU c'est pareil. Il faut qu'on sache à quoi on sert et qu'il y ait un sens à tout ça. Et je reviens sur les grandes organisations. Plus on est grand, plus on peut perdre ce sens-là, du coup, de finalement, dans un grand ensemble, à quoi je contribue. Et donc, le rôle des managers, il faut vraiment qu'on les accompagne à eux pouvoir avoir cette capacité-là à redire dans un entretien annuel. Les entretiens annuels, on pousse vraiment, c'est extrêmement important. C'est un moment dédié où il y a un feedback qui peut être donné, cette reconnaissance qui peut être donnée, la fiche de poste, des choses comme ça, ou garder une proximité avec son collaborateur. On apprend aussi de plus en plus, on travaille sur la capacité à donner du feedback. Je pense que les managers, ce n'est pas facile de dire quand ça va. Alors, je ne sais pas si j'hésite. On est peut-être un petit peu parfois à dire plus facilement quand ça ne va pas, mais en même temps, il y en a qui ne savent pas le dire. Il faut savoir doser le feedback, mais dans un feedback constructif, c'est-à-dire, tiens, là, j'ai vu que ça a bien marché, ou là, il me semble que tu es en difficulté, peut-être comment on aurait pu le tourner autrement pour que ça aille mieux. Voilà, tout ce feedback constructif, il faut qu'on les aide à travailler ça pour qu'ils puissent se sentir à l'aise avec leurs collaborateurs et puis éviter ces situations qui mettent en stress et en incompréhension et en risque. Ça, c'est un peu ce que j'ai vu évoluer et ce qui, moi, me paraît important à focaliser. En termes de prévention, on a beaucoup… il y a plusieurs axes qui sont explorés. Les grandes entreprises, ou moyennes d'ailleurs, je pense, viennent de plus en plus sur des accords d'entreprise, RTS, accords pour les risques psychosociaux. Et qui dit accord, dit veille, on va dire, collective paritaire, avec des outils de mesure et d'évaluation. Vous en avez présenté certains. Moi, j'ai pu travailler avec le modèle de Karachi, de Sigrist. Voilà. On a les outils de mesure et du coup, on peut aller vers de la prévention. Ce qui marche bien, c'est quand effectivement tout le monde est impliqué, c'est-à-dire le management et la direction, les services de santé. Vous aviez tout un panel tout à l'heure aussi, Aurélie, et c'est ça, les services de santé, les services de sécurité, le CSSCT, les RH, bien sûr. Et ensemble, on peut trouver des solutions. En général, on a axé sur il y a les 3 axes de prévention. Je ne sais plus si vous l'avez exprimé, mais la prévention primaire et secondaire, où on va être plutôt sur du moyen-long terme, on va dire, et plutôt du collectif, c'est-à-dire avec cette analyse-là d'enquête qu'on a pu faire, quels sont tous les messages reçus et quelles réponses on va y apporter pour que de façon durable, on prévienne l'épuisement, le stress, etc. Et après, il y a les situations qu'on appelle tertiaires, où là, on a un cas à gérer. Et c'est là où c'est un peu plus compliqué, parce que je reviens à ce que je disais au départ, c'est du cas par cas. Et le cas par cas, forcément, par définition, ce n'est pas simple, parce que chaque cas est différent. Et là, on a vraiment besoin des compétences de tout le monde, du médecin du travail, du manager, de RH, des services, des partenaires sociaux. Voilà. Et là, après, on a différentes situations que moi, j'ai pu expérimenter. Surtout, alors, en général, une situation avérée, ce que j'appelle avérée, c'est que la personne s'arrête, qu'elle n'est plus capable de travailler. Et comme vous disiez, le burn-out, c'est vraiment quelque chose qui peut nous prendre parfois du jour au lendemain. Quand je vous disais, les gens ne s'en aperçoivent pas, je fais un petit aparté, mais je vous disais, oui, les gens ne s'en aperçoivent pas toujours. Il nous est arrivé de faire des campagnes de formation, et c'est en faisant ces campagnes-là que les gens se sont dit, mais ça, c'est moi, là, ce que vous décrivez. Ils ne s'en étaient pas rendus compte. C'est moi, et du coup, après, ils réalisent, et là, ils disent, je ne peux plus avancer comme ça, donc ils vont voir leur médecin, et s'enclenche un système de soins. Ce qui est bien,
en soi. Mais c'est nous déjà un peu trop tard. Il faut qu'on repère nous, tous les petits signaux faibles en avant. Donc, former les managers, c'est important. Former les partenaires sociaux, former les salariés. Et donc, oui, je disais, le fait quand on travaille sur de faire personne qui était en soins et qui revient au travail, eh ben là, on est vraiment dans du cas par cas en fonction de la situation, si elle veut revenir ou pas dans son poste. Ça dépend de l'origine du stress, si ça vient du manager, si ça vient de l'environnement, si ça vient de l'extérieur, si ça vient de… Voilà, on ne sait pas. Donc, il m'est arrivé, moi, de mes collègues, d'utiliser du coaching. Alors, à propos, pareil, parce qu'une personne peut aussi le prendre mal, disant « mais c'est l'entreprise qui m'a mis dans cet état-là, alors pourquoi vous me coachez moi ?» Voilà, c'est pas moi qui ne vais pas bien. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est tout cet accompagnement-là. Donc, coaching, pas coaching, parfois des médiateurs qui correspondent plus à ça. Et alors, je pense qu'il y en a peut-être autour de la table, mais on a de plus en plus d'outils et de méthodes de coaching qui arrivent. De plus en plus de collègues RH qui se forment à la médiation aussi, parce qu'on sent qu'il y a ce besoin-là qui arrive très, très, très fort. Et le coaching avec des outils très variés, ce qui permet aussi, nous, de choisir en fonction des situations. Et c'est ça qui est bien, parce qu'il y a des méthodologies de coaching très différentes. Il y en a qui vont travailler sur la communication, la compréhension des modes de communication, les besoins des uns des autres, sur le relationnel, sur la perception de soi, vous disiez c'est important, sur savoir se faire confiance, voilà, plein de choses. Et donc, il y a vraiment beaucoup de collègues qui se forment et on a beaucoup de coaching qui arrive, et c'est important. Donc ça peut être un vrai outil. On utilise même aussi maintenant de plus en plus du coaching, on va dire, à titre préventif, c'est-à-dire une personne qui change de poste et qui prend un poste qui peut être un petit peu difficile ou à risque pour elle ou pour… je pense que c'est du manager qui prennent un nouveau poste. Il y a toujours les formations managers, mais on fait aussi beaucoup de coaching individuel. Parce que finalement, comme je vous disais, pour moi, c'est le rôle clé, le manager. Il faut vraiment qu'on fasse attention à nos managers. Donc les accompagner par un coaching quand tout va bien. Le coaching, il faut qu'on sorte de l'idée qu'on rattrape quelque chose qui ne va pas. Donc même quand tout va bien, mais pour favoriser et se mettre toutes les chances de notre côté, j'allais dire que tout continue bien. Et surtout maintenant où on a de plus en plus ces sentiments de perte de sens et de perte de reconnaissance au travail. Voilà. Après, vous avez la loi qui a aussi encadré la prévention des risques avec donc les évaluations sont à mettre dans les évaluations de risques professionnels. Donc c'est là aussi un moyen paritaire, enfin collectif dans l'entreprise de prendre en compte ces situations et de travailler sur des plans d'action à plus ou moins long terme. Voilà. Voilà un peu ce que j'avais envie de dire sur ce que j'ai vu jusqu'à maintenant et peut-être quand même rappeler que la fonction RH est extrêmement engagée là-dedans. Quand la NDRH nationale, c'est 5000 personnes, on doit représenter à peu près 10 millions de salariés en France, donc c'est quand même pas neutre. Quand j'entends et je vois tous les sujets sur lesquels nous partageons tout le temps, quand je vois l'engagement de mes collègues là-dedans, c'est vraiment une préoccupation générale. Et juste pour faire une projection sur la suite, et là, c'est plutôt des questionnements et quelques inquiétudes aussi. On fait beaucoup la NDRH nationale fait beaucoup d'enquêtes, peu pour prise de pouls, de terrain, etc. Et les dernières sont quand même un petit peu inquiétantes sur, et puis il n'y a pas que les nôtres, hein, enfin toutes celles qu'on voit dans la presse. Je lisais, alors on voit une recrudescence dans nos enquêtes, nous on a vu une recrudescence là, depuis un an et demi, des addictions. Alors vous l'avez un petit peu cité, alors moi j'en suis au chocolat, donc je me dis que ça va, mais malheureusement, je crois que c'est des addictions plus difficiles qui interviennent. Alors il y a la nourriture, mais il y a les autres addictions aussi plus graves et il y a vraiment une recrudescence là-dessus. Après, je lisais Santé publique France qui a noté qu'il y avait, fin de l'année dernière, les états dépressifs ont plus que doublé. Des jeunes 18-34 ans qui sont concernés, des problèmes de sommeil.
dans les signaux faibles, vous en avez parlé un moment, mais quand je surveille un petit peu mes collègues, etc., quand ils commencent à vous dire « je ne dors pas bien en ce moment, je pense que ça doit être la lune », quand ils me le disent 15 fois, je me dis que c'est peut-être pas la lune et qu'il y a malheureusement autre chose. Je surveille beaucoup les managers parce qu'eux, ils sont entre deux chaises et c'est des situations aussi extrêmement compliquées, donc j'essaye de les accompagner, de faire attention à eux. Mais voilà, et on voit plus d'irritabilité, ça vient plus vite. Les gens sont fatigués. Je ne vous cache pas que les RH aussi. Là, je témoigne pour tous mes collègues. On en parle un petit peu plus dans la presse en ce moment, des RH. Au début, pas trop, mais ils sont sur le pont non-stop là, depuis plus d'un an et demi. Et eux aussi sont, nous sommes, si je me mets dedans, un peu pas loin de l'épuisement professionnel, d'avoir été sur le pont là comme ça depuis le début de la crise. On est un peu les héros de l'ombre des fois. On s'appelle comme ça pour se donner du courage. Alors on a l'avantage de la NDRH, c'est qu'on est solidaire et on peut s'entraider, ce qui est un beau réseau. Et d'où l'importance aussi des réseaux et du collectif. Je parlais du collectif en entreprise. Nous, on s'est créé ce collectif qui nous soutient. C'est un parallèle aussi. Voilà. Merci. Les interrogations sur la suite et les inquiétudes. Pardon, je finis juste sur le sens au travail et l'utilité qu'on peut avoir quand on est en télétravail, parce que c'est quand même le sujet aussi qui va porter à discussion, c'est comment on est encore plus attentif et comment on garde cette proximité avec les gens pour donner ce sens quand on est tous à distance. Voilà. Merci Florence pour cette intervention. Donc d'avoir bien défini les contours du sujet. On a parlé de beaucoup de choses. Merci aux nombreux spectateurs et à vos questions. Donc il y a plein une pluie de merci dans la conversation. Vous pouvez en profiter, Aurélie et Florence. Et merci Christine d'avoir organisé cette conférence.